Comment faire un commentaire composé sur un extrait argumentatif? Je vais vous montrer pas à pas comment appliquer ma méthodologie sur un extrait du roman expérimental de Zola, qui est un ensemble d'articles publiés dans Le Bien Public et qui est considéré comme un manifeste du naturalisme. Ma méthodologie contient 5 grilles de lecture et toute une série de conseils pour réaliser le plan, la problématique, l'intro et la conclusion. Dans le roman expérimental, Zola s'inspire d'un ouvrage de Claude Bernard, L'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, pour écrire une série d'articles où il développe sa propre conception de la littérature naturaliste, comme une méthode d'observation et d'expérimentation sociale. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire cet extrait. Vous pouvez aussi vous rendre en description pour télécharger le document PDF. Première grille, la structure du texte. Parfois, un texte de type argumentatif peut être versifié. C'est le cas par exemple dans la tragédie, mais ce n'est pas le cas ici. Souvent, l'argumentation utilise des voix que l'on peut repérer à travers des petites mises en scène et des verbes de parole. C'est le cas ici à travers 2 séries de verbes qui s'opposent, les uns à la forme affirmative et les autres à la forme négative. Du côté affirmatif, l'expérimentateur peut répéter et expliquer une expérience. Du côté négatif, il n'a pas à conclure, ni pour s'indigner, ni pour approuver, ni pour se fâcher. À travers cette opposition, Zola montre un romancier qui se comporte comme un simple observateur. Je vous propose de noter toutes nos trouvailles sur une feuille de brouillon. À côté de cet expérimentateur qui est neutre, les verbes de parole font émerger 2 autres voix. Tout d'abord, l'expérience conclut pour lui. L'expérience scientifique est en fait un moyen pour Zola de parler du roman naturaliste. Le romancier reste neutre, mais le lecteur est libre de tirer les conséquences du roman. Par exemple, dans l'Assommoir, le lecteur observe les personnages sombrer dans l'alcool et la misère, victimes de la violence et des accidents du travail. Le romancier ne dit pas qu'il faut fermer les cabarets, ouvrir les écoles, augmenter les salaires, sécuriser les emplois. C'est au lecteur de tirer lui-même ses conclusions. Zola intervient aussi directement à la première personne, souvent « j'ai dit » ou encore « je l'ai dit ailleurs ». Zola défend la neutralité du romancier, mais dans cet extrait, il n'écrit pas un roman, il rédige un article de presse. Il n'est pas en position de romancier, mais en position de critique littéraire. Il n'est pas neutre, il développe une thèse. Rien de contradictoire ici. Au contraire, Zola est très cohérent dans sa répartition des rôles. Il n'utilise jamais la première personne du singulier dans ses romans, mais il révèle ses propres engagements à travers son activité de journaliste. On peut penser au célèbre article « J'accuse » où il défend Alfred Dreyfus, accusé à tort de haute trahison. Cette répartition des rôles est justement visible à travers la division de notre texte. Regardez, les verbes de parole sont présents jusqu'à la ligne 10. À partir de là, nous avons surtout des verbes d'action. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces verbes, mais déjà, le texte est visiblement divisé en 2. D'une part, la neutralité du romancier expérimentateur, et d'autre part, l'action des hommes d'application, législateurs ou praticiens. Zola revendique la neutralité de l'écrivain, mais il appelle de ses vœux une véritable action politique. Les liens logiques vont nous permettre de mieux suivre le raisonnement de Zola. D'abord, toute une série de liens logiques exprime la cause. Nous n'avons pas à tirer de conclusions parce que les œuvres portent leurs conclusions en elles. L'expérimentateur n'a pas à conclure parce que l'expérience conclut pour lui. Parce que notre pouvoir n'est pas le même, parce que nous sommes des expérimentateurs. J'ajouterai même les 2 points comme un lien de cause qui va dans le même sens. Il n'a pas à s'indigner parce que telle est la vérité. Zola construit un raisonnement de manière méthodique. Il n'avance pas un seul argument sans l'inclure dans une logique causale. Je mettrai à part le dernier lien de cause. On ne conçoit pas un savant se fâchant contre l'azote parce que l'azote est impropre à la vie. C'est un raisonnement par l'absurde qui permet de valoriser la neutralité de l'écrivain. Les romanciers naturalistes se contentent d'observer et de peindre les maux de la société. L'azote est un exemple tiré du monde scientifique, mais quand on pense à l'Assommoir, c'est évidemment l'alcool qui est dénoncé comme impropre à la vie. Le romancier ne se fâche pas contre les marchands de vin, et d'ailleurs, le père Colombe, le tenancier de l'Assommoir, n'est jamais critiqué, il a même plutôt l'air d'être un brave homme. Avec le lien logique de cause, Zola montre bien le danger de l'azote qui est impropre à la vie. C'est un moyen objectif de le rejeter. Zola file la métaphore scientifique pour nous montrer le rôle du médecin, qui supprime par exemple l'alcool du régime de son patient. De même, l'écrivain pose le diagnostic d'une société malade. Le romancier montre les plaies dans l'espoir de les guérir un jour. Dans la préface de l'Assommoir, Zola défend son roman et utilise la même métaphore. L'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres. Souvent j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. La forme seule a effaré, on s'est fâché contre les mots. Le lien logique d'opposition mais renforce la distinction que nous avons vue entre les verbes de parole. Il faut expliquer, mais il ne faut pas s'indigner. C'est une manière de reformuler la thèse. Le romancier observe, il est neutre, il ne doit pas montrer son indignation, ni son approbation. Souvent en argumentation, le point-virgule a la valeur d'un lien logique, c'est le cas ici. Maintenant que la thèse est bien formulée et bien soutenue par des causes, Zola va développer la conséquence qui l'intéresse. Telle est la vérité, et par conséquent, c'est à la société d'agir. On peut dire que c'est le deuxième versant de sa thèse. Le romancier se charge de montrer la vérité, mais il le fait pour mieux permettre au législateur d'agir en conséquence.
Dans la dernière étape du raisonnement, Zola coordonne un vocabulaire appréciatif et dépréciatif, avec une alternative, produire ou ne plus produire si le résultat est utile ou dangereux, une condition, quand il est nuisible, une addition, développer les bons et réduire les mauvais. Malgré la neutralité du romancier, ces observations s'inscrivent bien dans un système de valeurs qui postule que certains éléments sont bons pour l'être humain et d'autres néfastes. Même s'il revendique une certaine neutralité, Zola part du principe que la science est un instrument de progrès. C'est pour lui une évidence, c'est ce qu'on appelle un présupposé, une idée qui fonde un raisonnement sans être justifiée ni prouvée. Mais tous les écrivains n'ont pas forcément cette optique du progrès humain. Au XIXe siècle, Baudelaire par exemple récuse complètement l'idée de progrès. Il se méfie de la science et de la médecine, et il considère son siècle comme une époque décadente, sans espoir pour l'humanité. Deuxième grille, les personnes et les sujets. Comme nous ne sommes pas dans un roman ou dans une pièce de théâtre, il n'y a pas vraiment de personnage à proprement parler, mais les pronoms personnels nous montrent comment Zola met en relation plusieurs actions. Zola est lui-même présent avec la première personne du singulier, et il inclut même le lecteur avec le pronom indéfini. On ne conçoit pas un savant se fâchant contre l'azote. L'image du savant permet d'éclairer l'attitude du romancier et de rendre légitime sa neutralité. La science éclaire les méthodes du romancier naturaliste. La troisième personne du singulier désigne l'expérimentateur ou le savant. L'expérience conclut pour lui. Il répétera, il expliquera, il n'aura pas à s'indigner, il supprime l'azote. Cet exemple est encadré par la première personne du pluriel qui représentera les romanciers naturalistes. Nous n'avons pas à tirer une conclusion de nos œuvres. Nos œuvres portent la conclusion. Notre pouvoir n'est pas le même. Nous sommes des expérimentateurs, nous devons nous contenter de chercher. Zola utilise l'image du scientifique comme un miroir pour mieux éclairer sa conception du travail de l'écrivain. Mais le romancier et le scientifique ne sont pas toujours les sujets des phrases. Regardez, nos œuvres portent leur conclusion, l'expérience conclut pour lui. On peut ajouter dans ce sens des verbes qui sont à l'infinitif mais dont le sujet est exprimé, la société qui produit, les hommes d'application qui dirigent et développent. Cela montre bien la volonté de Zola de transmettre ses observations en vue d'une action. L'observateur n'agit pas, mais il donne à voir une vérité qui porte déjà en soi le germe de l'action. On retrouve dans Germinal cet espoir d'une action qui prendrait racine dans l'instruction et la lecture, et qui germerait sous forme de lutte sociale. Étienne Lantier sait lire, il est curieux et apprend beaucoup, il emprunte des livres auprès de Rasseneur et de Souvarine, et il devient capable de mener la grève des mineurs. La progression thématique permet de suivre à la trace l'évolution de la pensée de Zola. D'abord, il part de l'écriture romanesque. Nos œuvres portent leurs conclusions en elles. Ensuite, le terme expérience vient les remplacer pour mieux construire l'analogie avec le domaine scientifique. L'expérience est répétée et expliquée. L'expérience permet de mettre à jour un phénomène, avec l'exemple de l'azote. Et Zola revient enfin sur le phénomène, mais c'est désormais un phénomène social. Nous ne sommes plus en physique ou en chimie, mais en sociologie. Tout se passe comme si la société était considérée par Zola comme un malade qu'il faut guérir. Tous les verbes psychologiques sont inclus dans des formes négatives, ni à s'indigner, ni à approuver. On ne conçoit pas un savant se fâchant. Sauf à la fin, une forme affirmative, nous devons nous contenter. Par cette série de négations, Zola nous amène à mieux concevoir la neutralité qu'il demande au romancier, cantonné à son rôle d'observateur. Troisième grille, l'espace et le temps, avec pour commencer la valeur des temps. Dans notre extrait, le passé est très rare. Le passé composé correspond à une action ponctuelle dans le passé qui a des conséquences dans le présent. J'ai dit que nous n'avions pas à tirer de conclusion, je l'ai dit ailleurs. Vous voyez comment ce temps donne au verbe dire un sens très lourd de conséquences. Il sonne comme une interdiction. Nous n'avons pas à conclure. Cette formulation est performative, c'est-à-dire que la parole équivaut à un acte. Dans ce passage, Zola assume complètement sa position de critique littéraire, qui écrit un texte manifeste. C'est notamment visible à travers les présents de vérité générale. Ce sont des actions valables en tout temps. Cela signifie que nos œuvres portent leurs conclusions en elles, ou encore « telle est la vérité, tel est le mécanisme des phénomènes ». Nous sommes du côté de l'explication, avec des faits objectifs. Zola construit un raisonnement solide, basé sur la neutralité. En même temps, certains verbes au présent de vérité générale révèlent l'implication de l'auteur, notamment avec des verbes modaux. Un expérimentateur n'a pas à conclure. S'il le faut, c'est à la société de produire. Nous devons nous contenter. À travers ces verbes, Zola sort du rôle de romancier, observateur, pour montrer ses convictions profondes. Dans notre extrait, les futurs ont une valeur modale. Ils expriment un ordre, une défense, un conseil. Il répétera, expliquera, mais il n'aura pas à s'indigner. Zola est conscient de la force que ces lignes pourront avoir dans l'histoire littéraire. Même s'il refuse lui-même d'être considéré comme le chef de file du mouvement naturaliste, Zola rédige bien cet article comme un manifeste littéraire. Une indication temporelle est ajoutée par Zola à la fin du paragraphe, tôt ou tard,
Il me semble que cette indication discrète montre bien l'engagement de Zola. Avec ce complément circonstanciel, il trahit son impatience de transformer les constats en actions. Les verbes de mouvement sont du côté du roman et du romancier et construisent une métaphore. Nous n'avons pas à tirer une conclusion, car nos œuvres portent leur conclusion. La conclusion est comparée à un objet qui est déplacé, tiré, porté. Zola veut nous montrer le processus de transmission. Pas besoin de tirer ce qui est déjà porté. Zola fait confiance à ses lecteurs pour comprendre et s'engager. C'est pourquoi le paragraphe commence avec des verbes de mouvement et se termine avec des verbes d'action. Supprimer, diriger, développer, réduire. Toute l'argumentation de Zola tend vers une action dont il se dépossède en tant que romancier, mais qu'il confie à un législateur, à l'homme d'application. Quatrième grille, la syntaxe et le rythme. À travers notre passage, les phrases sont de plus en plus longues. Regardez, les 2 premières phrases sont relativement courtes, Zola exprime et reformule sa thèse. Ensuite viennent 2 phrases de longueur intermédiaire qui sont fortement ponctuées, avec des points-virgules. Ce sont des exemples, celui de l'expérience réalisée face au public et celui de l'azote. La dernière phrase est la plus longue. Zola synthétise son propos. Cet allongement des phrases révèle un développement progressif de la pensée. Il mène un raisonnement structuré. Dans notre extrait, pas d'exclamation, pas d'interrogation. Zola n'entre pas dans un discours émotif. C'est là toute la distinction entre convaincre et persuader. Les arguments permettent de convaincre, les émotions permettent en plus de persuader. Dans ce texte, Zola donne l'exemple, il cherche à convaincre en exposant sa méthode. Il est davantage dans le raisonnement objectif que dans l'émotion. Les virgules ne servent pas ici à faire des énumérations, comme ça peut être le cas dans certains argumentaires. Ici, Zola les utilise pour mettre en valeur certains passages. Un expérimentateur n'a pas à conclure, parce que justement, l'expérience conclut pour lui. Le lien logique de cause et l'adverbe sont encadrés par des virgules. Autre exemple, 100 fois, s'il le faut, il répétera l'expérience. La condition, s'il le faut, est aussi encadrée par des virgules, ce qui lui donne un poids particulier. Ce rythme permet à Zola de mieux transmettre la conviction de ses arguments de manière implacable. 5e grille, les images. Souvent, en argumentation, les images permettent de faire comprendre un raisonnement abstrait. C'est le cas ici avec le champ lexical de la science, qu'on peut sans cesse mettre en parallèle avec l'écriture littéraire de Zola. Le savant, expérimentateur sans être praticien, c'est l'écrivain. L'expérience, c'est le roman. Le mécanisme, le phénomène ou encore l'azote correspondent à des éléments de l'intrigue. Le résultat et le déterminisme correspondent au dénouement. La métaphore scientifique éclaire parfaitement le projet littéraire de Zola. Dans notre passage, les adjectifs fonctionnent avec les verbes d'état et montrent que la position d'observateur n'empêche pas de juger dans un second temps si le résultat est utile ou dangereux. Zola prend l'exemple de l'azote qui est impropre à la vie, nuisible. Il y a aussi des adjectifs substantivés. Le législateur doit développer les bons et réduire les mauvais. Ce sont des adjectifs parfois amélioratifs, utiles, bons, parfois péjoratifs, impropres à la vie, nuisibles, mauvais. Zola ne cache absolument pas qu'il s'inscrit dans un système de valeurs et qu'il y a une valeur morale dans le travail de l'écrivain naturaliste, malgré sa neutralité. Comment Zola parvient-il à distinguer ce qui est positif et ce qui est négatif ? Il le révèle à la fin du passage. Il se place du point de vue de l'utilité humaine. Nous retrouvons ici le présupposé d'un système de valeurs humaniste et progressiste. L'homme évolue en bien, grâce à l'observation de la vérité. Les sonorités servent beaucoup en poésie, mais elles peuvent aussi appuyer des arguments. Par exemple ici, le futur crée une rime interne. 100 fois, il répétera, il expliquera, il n'aura. Plus loin, nous avons un autre effet de répétition. Telle est la vérité, tel est le mécanisme. C'est une anaphore rhétorique. Par ces effets de style, Zola transmet une conviction. Il insiste sur la volonté forte du scientifique et du romancier de découvrir la vérité. Nous avons eu l'occasion d'explorer les principales métaphores du passage, mais on peut creuser un peu plus la personnification de l'expérience. L'expérience conclut pour lui. L'expérience est comme une personne capable d'énoncer ses propres conclusions. C'est une manière pour Zola de faire confiance au lecteur, qui peut réfléchir par lui-même à partir des œuvres naturalistes. Une grande métaphore est présente en filigrane à travers tout le texte. L'homme d'application est comparé à un praticien, c'est-à-dire que le législateur est comparé à un médecin qui soigne, et la société est comparée à un corps malade. Par cette métaphore, l'écrivain naturaliste se contente de poser un diagnostic. Chez Zola, cette métaphore corporelle traverse toute son œuvre. Les halles sont le ventre de Paris. Paris lui-même est un animal déchiré dans la curée. On peut aussi penser à la mine du Voreux dans Germinal, qui est comparée à un monstre dévorateur. Dans l'Assommoir, Zola étudie les détails physiologiques de l'alcoolisme, notamment le tremblement des mains et des pieds, qui rendent incapables de travailler. Zola fait un lien direct entre la condition médicale des individus et les conséquences massives que cela entraîne dans la société. Nous avons donc 9 grands thèmes qui ressortent de notre analyse et qui vont nous aider à construire tous nos axes de lecture. Un rôle d'observateur,
une transmission au lecteur, un manifeste littéraire, un appel à l'action, un raisonnement objectif, une société malade, un système de valeurs, un détour par les sciences et une force de conviction. La première partie va couvrir les thèmes les plus évidents, les émotions, le registre principal, le genre et le type de discours. Donc d'abord, je propose de voir le fait que nous ayons un raisonnement objectif avec un observateur neutre. Et la métaphore scientifique est particulièrement importante, il faut la traiter tout de suite. On pourra intituler cette première partie « La revendication d'une neutralité scientifique ». Deuxième partie, il s'agit de mettre en perspective ou de nuancer les éléments de la première partie. On peut tout à fait nuancer en montrant que Zola s'exprime avec une forte conviction pour mieux construire un manifeste littéraire. Il enjoint les romanciers naturalistes à faire confiance aux lecteurs qui sont capables de tirer les conclusions eux-mêmes. On peut intituler cette deuxième partie « Un manifeste littéraire qui responsabilise le lecteur ». Troisième partie, quel est l'objectif de Zola avec cet article? Quelles sont les valeurs défendues? À quoi aspire-t-il? Malgré la neutralité du romancier naturaliste, ce texte est un véritable appel à l'action. La métaphore scientifique va dans ce sens. Si la société est malade, il faut se donner les moyens de la guérir. Zola s'inscrit donc dans un système de valeurs humaniste et progressiste. On peut intituler cette troisième partie « La volonté d'un progrès social ». Si vous manquez de temps et que vous n'avez pas grand-chose en deuxième et troisième partie, vous pouvez les fondre et rester sur un plan en deux parties, mais le correcteur se montrera alors plus exigeant. Vous voyez qu'avec ce plan, on tient déjà notre problématique. Comment Zola défend-il, à travers une métaphore scientifique, une conception de la littérature où le romancier contribue, par sa neutralité, au progrès social? Vous voyez que cette problématique articule nos trois parties, la neutralité scientifique, le manifeste littéraire et le progrès social, mais aussi le comment, le quoi et le pourquoi. Avant de passer à la rédaction, nous allons organiser chaque partie. D'abord, pour la première partie, la revendication d'une neutralité scientifique. Nous allons garder uniquement les éléments en bleu. Regardez, nos trois sous-parties se détachent. Un raisonnement objectif, un observateur neutre, un détour par les sciences. On peut ensuite réorganiser les arguments en supprimant les plus faibles et en gardant les meilleurs pour la fin. Pour la deuxième partie, un manifeste littéraire qui responsabilise le lecteur. Nous allons garder uniquement les éléments en jaune. Nos trois sous-parties apparaissent, une force de conviction, un manifeste littéraire, une transmission au lecteur. Et on réorganise les arguments en supprimant les plus faibles et en gardant les meilleurs pour la fin. Pour la troisième partie, la volonté d'un progrès social, on garde les éléments en vert et on réorganise enfin nos trois sous-parties. Un appel à l'action, une croyance dans le progrès humain, une société malade qu'il faut guérir. Et je vous laisse, comme d'habitude, arranger les arguments. Nous sommes maintenant prêts à rédiger l'introduction et nous avons besoin d'abord d'une accroche en rapport avec notre développement. Une accroche qui présente le texte de Zola de manière un peu culturelle. On peut parler de Claude Bernard par exemple. Zola s'inspire d'un ouvrage de Claude Bernard, L'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, pour écrire une série d'articles où il développe sa propre conception de la littérature naturaliste comme une méthode d'observation et d'expérimentation sociale. Ensuite, on relie rapidement notre passage à la définition. Dans notre extrait, Zola compare l'activité scientifique et celle de l'écrivain naturaliste pour mieux faire ressortir les points communs et les différences. L'écrivain observe, pose un diagnostic, mais ce n'est pas un praticien. Il laisse au législateur le soin de soigner la société malade. On passe à la ligne avec un alinéa et on recopie la problématique. Comment Zola défend-il, à travers une métaphore scientifique, une conception de la littérature où le romancier contribue par sa neutralité au progrès social ? On passe à la ligne avec un alinéa et on annonce le plan. D'abord, nous allons voir que Zola demande à l'écrivain naturaliste d'adopter une neutralité scientifique. Mais notre texte n'est pas neutre. C'est un manifeste littéraire où Zola transmet des convictions profondes. En effet, suite au travail d'observation du romancier, Zola appelle de ses vœux un véritable progrès social. Maintenant, nous sommes prêts à rédiger la conclusion. D'abord, on résume tout notre raisonnement, ce qui revient à répéter le plan, de manière un peu enrichie. Nous avons vu que Zola fait un raisonnement très rigoureux, où il compare l'écrivain naturaliste à un expérimentateur, lui demandant d'observer et de retranscrire la réalité sans s'indigner. Mais en même temps, le discours de Zola n'est pas neutre. C'est un véritable manifeste littéraire, où il transmet des convictions profondes. Le romancier naturaliste fait confiance à ses lecteurs pour prendre le relais et tirer les conclusions qui s'imposent. Ainsi, le texte de Zola est également un appel à l'action, qui s'appuie sur une vision progressiste de l'histoire. Si la science apporte un progrès dans la médecine, le naturalisme constitue de même un progrès pour la société. Enfin, on peut terminer avec une petite ouverture sur l'œuvre de Zola. C'est peut-être pour cette raison que le cycle des Rougon-Macquart se termine sur l'histoire d'un médecin, le docteur Pascal, qui est sans doute le personnage du cycle qui exprime le mieux les convictions de Zola. Veux-tu que je te dise mon credo à moi? Je crois que la poursuite de la vérité par la science est l'idéal divin que l'homme doit se proposer. Je crois que la somme de ces vérités finira par donner à l'homme un pouvoir incalculable, et la sérénité, sinon le bonheur. Je vous propose de regarder maintenant en description pour accéder à toutes mes ressources méthodologiques sur le bac de français. Au revoir.